Chers étudiants, chers élèves maîtres, nous voici à nouveau pour un cours de procédure pénale, faisant suite au premier exposé que nous avons fait la dernière fois sur la poursuite pénale. Nous avons vu qui peut exercer la poursuite pénale, qui peut poser des actes de poursuite, quel était le rôle du commissaire du gouvernement en tant que chef de poursuite, en tant que maître de l'action publique, et quel était aussi le rôle du juge d'instruction, et dans quel cas, quels étaient les pouvoirs du juge d'instruction, tel que nous l'avons étudié. Et maintenant, nous sommes venus poursuivre. Et toujours dans le cadre de la poursuite pénale, eh bien, nous sommes venus poursuivre notre cours, notre exposé, qui va surtout mettre l'accent sur le rôle du commissaire du gouvernement et le rôle du juge d'instruction. N'oubliez pas, nous ne sommes pas encore au chapitre des audiences pénales. Ça, c'est une autre paire de manches. Là, nous sommes avant les audiences pénales. Nous sommes en train d'étudier non seulement les actes de poursuite, mais nous sommes ici pour parler du rôle de chaque acteur de la chaîne pénale et particulièrement aujourd'hui du rôle du commissaire du gouvernement et du rôle du juge d'instruction. Nous remettons, nous replaçons, si vous voulez, notre exposé dans le cadre des 4 phases du procès pénal que nous avons étudié. Vous savez que la première phase, c'était la phase de constatation de l'infraction. Oui. Donc, nous avons vu qui peut constater une infraction. N'importe qui ne peut pas constater une infraction. Nous avons vu par là le rôle des OPJ, les officiers de la police judiciaire. Donc, le CASEC, même s'il est une grande autorité au niveau de sa section, n'est pas un OPJ. Il ne peut pas constater. Nous avons vu le rôle de ces OPJ, non seulement qui peuvent constater les infractions, mais qui peuvent dresser des procès-verbaux, qui peuvent préparer des préliminaires et qui doivent adresser leur rapport au chef de poursuite suivant l'espèce. Si ça est une contravention, c'est autre chose. Mais quand il s'agira de délits et de crimes, eh bien, les OPJ travaillent pour le commissaire du gouvernement. Alors, ça, c'était la phase de la constatation de l'infraction. Très important. Qui peut constater, qui ne peut pas constater. La loi dit qui peut constater. Dans les cas d'espèce que je vous ai proposés, donc, il y a des pièges parce que n'importe qui ne peut pas constater. Le maire de la ville n'est pas OPJ, c'est une autorité importante. Chez nous, le délégué, autrefois appelé préfet, c'est une grande autorité, une autorité importante, mais il ne peut pas constater une infraction. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la phase de la poursuite. Qui peut poursuivre? Nous l'avions dit la dernière fois. L'article 1er du Code d'instruction criminelle dit clairement celui qui poursuit au nom de la société, c'est le commissaire du gouvernement. Il est commissaire du gouvernement et derrière son bureau, il est ministère public à l'audience. C'est ce que nous allons essayer de vous faire comprendre. Alors,
quel est le caractère de cette fonction, et nous allons voir comment on devient commissaire du gouvernement, et quels sont les caractères, j'ai bien dit, mais quelles sont aussi les attributions du commissaire du gouvernement. Et peut-être nous allons un petit peu repasser, et en peu de mots, nous allons dire quand est-ce qu'il peut agir, quand est-ce qu'il ne peut pas, puisque nous avons déjà exploré ces questions dans le précédent cours. Et nous allons voir également sa compétence et la compétence qu'il exerce sur les autres OPJ, et nous allons voir aussi ses rapports avec le cabinet d'instruction, et plus tard nous verrons son rôle dans les audiences pénales. Alors, le commissaire du gouvernement chez nous, c'est un agent de l'exécutif auprès des tribunaux et des cours, qui a une triple fonction. Une fonction administrative, chef du parquet, une fonction politique, il représente l'autorité de l'exécutif au sein de la justice. Il est également, il a une fonction également judiciaire. C'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, fonction judiciaire. Et dans ce cas, sa nomination est conditionnée par la loi. On ne devient pas commissaire du gouvernement comme on entre dans une boutique. Donc, il faut des qualités, il faut des compétences, il y a des exigences qui sont faites, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas l'objectif de notre cours, mais vous savez qu'on ne peut pas nommer un commissaire du gouvernement s'il n'est pas licencié en droit, s'il n'a pas un nombre d'années d'exercice de la profession, s'il n'appartient pas à un barreau, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que, comme commissaire du gouvernement, il exerce ses fonctions en tant que chef de poursuite, et auprès de chaque tribunal de première instance, il existe un parquet, donc avec un chef qui est le commissaire du gouvernement, et des substituts du commissaire du gouvernement qui sont près le dit tribunal. Au niveau de chaque cour également, il y a un commissaire du gouvernement, il y a un commissaire du gouvernement et des substituts. OK? Et la loi fait obligation, la loi fait obligation aux tribunaux de donner acte et de délibérer, vous voyez, sur toutes les réquisitions faites par les commissaires du gouvernement. Alors, il faut rappeler également que le parquet a un quadruple caractère. Le premier caractère, c'est l'indivisibilité. L'indivisibilité. Le parquet est un. Les membres du ministère public, ceux qui appartiennent au même parquet, sont considérés comme ne formant qu'une seule et même personne. Donc, quand le commissaire du gouvernement parle, il parle au nom de son parquet. Quand un substitut prend la parole également, il agit au nom de son parquet. Le parquet est et jouit de ce caractère d'indivisibilité. Attention, on substitue pas permettre pour poser n'importe quel acte conseil pour vous dire bon c'est parquet et puis commissaire Gado non génol. Attention, le parquet est hiérarchisé. Le parquet a un chef et c'est lui qui répond par devant le ministre de tous les actes posés au niveau de son parquet. Attention. Donc, un substitut ne peut pas se lever un beau matin et donner une lettre de blâme et dire qu'il a agi au nom du parquet. Non, attention. Le parquet, contrairement à ce qu'on pense, est indépendant. Le caractère indépendant
de cette fonction veut dire quoi? Cela veut dire que le juge, c'est vrai, décide en son âme et conscience, mais le magistrat aussi, il jouit d'une certaine indépendance, car quand il prend la parole, il pose des actes au nom de la loi. Pas que Dieu qui se trivialise, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui agit n'importe comment. Ce n'est pas la loi qui lui dit de le faire, non. Non, loin de là. Loin de là. C'est la loi qui dit au commissaire du gouvernement ce qu'il faut faire. Et en tant que magistrat, il jouit d'une certaine indépendance, même si le ministre, même si l'exécutif peut lui dire de faire ceci ou bien de faire cela, mais en tant que magistrat, il a une vocation et il ne peut pas décider n'importe quand, n'importe comment du sort des dossiers qu'il traite. Il ne peut pas désister. Hein? D'ailleurs, nous avons vu le caractère de l'action publique, hein, qui ne peut pas être suspendu, qui ne peut pas être, si vous voulez, qui ne peut pas être négocié. Non, non, non. Et le temps viendra où il y aura des magistrats qui se respectent, des commissaires qui se respectent, qui agissent au nom de la loi. Bon, ils auront toujours des ennemis, ils auront toujours des adversaires, hein, parce qu'ils ne posent pas des actes que les autres auraient aimé qu'ils posent, mais peu importe. Mais vous aurez des magistrats conséquents, des magistrats qui agissent en leur âme et conscience. Nous aurons là de bons commissaires du gouvernement qui agit en toute indépendance. Il y a un autre caractère que nous aimons répéter, et peut-être que tout le monde connaît, c'est que le magistrat, hein, debout, hein, le commissaire du gouvernement, il est irrécusable. On ne peut pas choisir son commissaire. Vous allez à l'audience, vous dites, ce commissaire, je ne le veux pas, je le récuse. Non, le ministère public est irrécusable. Et enfin, le dernier caractère, c'est l'irresponsabilité. Le commissaire du gouvernement est mineur. Hein? Le commissaire du gouvernement est mineur. Les actes qu'il pose, je ne dis pas, je ne parle pas, si vous voulez, de commissaire du gouvernement qui pose n'importe quel acte arbitraire. Non, là, c'est autre chose. La loi dit comment sévir contre un magistrat, un commissaire du gouvernement particulièrement, qui agit en violation de la loi. Je parle ici de la responsabilité dont dispose ce commissaire du gouvernement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir agir, pour pouvoir faire des réquisitions, pour pouvoir demander de poursuivre. Et si par hasard il n'obtient pas, comme c'est le cas assez souvent, il n'obtient pas ce qu'il demande, on ne peut pas dire, bon, on va poursuivre le commissaire du gouvernement parce qu'il ne devait pas poursuivre. Non, 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 non. Le commissaire du gouvernement, en ce sens, est irresponsable. Nous avons parlé de quadruple caractère. Nous avons parlé de l'indivisibilité, nous avons parlé de l'indépendance, nous avons parlé de l'irrécusabilité et nous avons parlé également de l'irresponsabilité. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ne l'oubliez pas, quand on est à l'audience, on ne dit pas commissaire du gouvernement, on dit ministère public. OK? C'est la même fonction, mais ce n'est pas la même attribution. Donc, vous conviendrez avec moi que le commissaire du gouvernement n'est pas juge. Hein? Le commissaire du gouvernement n'est pas juge. Hein? Il n'est pas juge. Ça, c'est le principe de la séparation des fonctions. Donc, le ministère public poursuit, mais il ne juge pas. Le ministère public poursuit, mais il ne juge pas. Il ne peut pas trancher le rendre des ordonnances, prendre des décisions de justice. Non, le commissaire du gouvernement n'a pas ce pouvoir. OK? Mais quelles sont ses attributions
en sa qualité d'officier supérieur de la police judiciaire. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. N'oubliez pas, j'ai dit que c'est le chef de tous les OP, de tous les OPJ. Quand un policier arrête, il arrête pour le commissaire du gouvernement. Oui. Quand un juge de paix décide de constater un crime, hein, il agit en tant qu'auxiliaire du commissaire du gouvernement. Il n'est pas neutre. Il n'agit pas pour lui. Hein. Il agit, oui, il agit pour le commissaire du gouvernement. Et quand ça ne va pas, ce n'est pas le juge de paix, ce n'est pas l'officier de police, ce n'est pas l'agent de l'IBERS ou bien l'agent de l'ULCC qu'on va appeler par devant le juge des référés. C'est le commissaire du gouvernement. D'où le commissaire du gouvernement, lui aussi, il a des attributions en tant qu'officier supérieur, hein, en tant qu'officier supérieur de la police judiciaire sur les articles 19 et 20 du Code d'instruction criminelle. Donc, à ce titre, il est chargé de la direction de la police judiciaire, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire, c'est lui qui donne les missions. Ah oui. Voilà pourquoi quand un OPJ arrive sur une scène de crime, surtout s'il y a mort violente, il doit, toute affaire cessante, appeler le commissaire du gouvernement pour l'informer. Bon, crime qui fait, dans une zone là, nous ne connaissons pas ça qui passe, eh bien, avant de chercher qu'on ait tout le détail, il faut relayer le commissaire gouvernement pour dire commissaire gouvernement, eh bien, d'après ça m'entendait là, d'après ça moi là, mais ça gagne. Le commissaire du gouvernement dira ce qu'il faut dire et cela veut dire qu'il peut se présenter, comme il peut ne pas se présenter, mais il donnera quand même les directives à prendre suivant les paramètres de disponibilité, de distance, etc. etc. Donc, le commissaire du gouvernement, en tant qu'officier supérieur de la police judiciaire, reçoit les procès-verbaux dressés par les auxiliaires, hein, et pour constater les crimes et les délits. OK? Et dans les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, il se transportera sur les lieux sans retard pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Article 22 du CIC. Ce qui veut dire que dans le cas de la flagrance, le commissaire du gouvernement a des pouvoirs exorbitants. Il peut poser tous les actes du juge d'instruction en flagrant délit. Hein? Dans l'autre cas d'espèce, nous allons faire ressortir les pièges, hein, du commissaire du gouvernement qui émet des mandats et qui fait des perquisitions en dehors de la flagrance. Attention, attention. Et quatrièmement, il a le droit d'appeler à son procès-verbal les parents, les voisins, les domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait et qui fait objet de poursuite. Je l'ai dit à plusieurs reprises à mes étudiants comme à mes futurs collègues élèves maîtres, pas mettre nous dans un avec un OPJ dans cas flagrance parce que il a des pouvoirs. Il peut demander à quelqu'un de l'attendre. Il peut poser des questions et il a un délai pour le faire. Faites attention. Il pourra défendre, vous voyez, il pourra défendre qui que ce soit. Qui que ce soit. Vous voyez ce que j'ai dit? Qui que ce soit. Soit de sortir d'une maison ou bien de ne pas sortir d'un immeuble. Ah oui. Il n'y a pas de sortie. C'est important. Et il peut procéder à la saisie des objets.
hein, toujours dans le cas de la flagrance, et il peut mettre la main au collet, hein, des présumés délinquants, oui. Donc, ça veut dire qu'il peut mettre des mandats d'amener après avoir interrogé, hein, il forme sa conviction et il émet des mandats d'amener. Ces mandats-là ne sont pas susceptibles d'être attaqués par devant le juge des référés. Le commissaire du gouvernement, au cours de son transport sur les lieux, se fera accompagner quand même de deux personnes présumées par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime. Car le commissaire du gouvernement, c'est vrai, il a beaucoup d'autorité, mais il n'est pas médecin, il ne peut pas décider qui est mort et qui ne l'est pas. C'est le médecin qui peut décider, hein, et dire oui, nous avons constaté le corps sans vie et que X ou bien Y vraiment est mort, et plus tard on va dire peut-être de quelle cause, hein. Bon, nous ne sommes pas dans le domaine de l'expertise en attendant, mais hein, en attendant il faut respecter le vœu de la loi, car seul, vous voyez, un professionnel, un médical, compétent, reconnu, hein, peut décider, hein, et dire que X ou Y est passé de vie à trépas. OK? Donc, les commissaires du gouvernement, même s'ils ont beaucoup d'autorité, doivent se faire accompagner des hommes de l'art, particulièrement des experts, et suivant la nécessité, n'est-ce pas? Cela va dépendre, bien sûr, de quel type d'intervention. Hein, s'il s'agit, par exemple, de drogue, hein, s'il s'agit de drogue, par exemple, hein, ce sont des experts dans le domaine, hein, particulièrement les agents de BLTS qui doivent l'accompagner. S'il s'agit, par exemple, de morts d'hommes, de morts violents, hein, il faut néanmoins la présence de gens qui se connaissent en balistique. Mais s'il s'agit, par exemple, de reconnaître est-ce que X ou Y est mort, il s'agit de compétences médicales. Le commissaire du gouvernement agit suivant les préliminaires de ses auxiliaires, hein, de justice, hein, de ses auxiliaires et ses OPJ, hein, quand il n'est pas sur les lieux. Donc, et il utilise leurs préliminaires et il donne suite et nécessaire à ces enquêtes préliminaires. Mais, à part tout ce que nous venons de dire, nous persistons et nous signons, suivant l'article 37 du CIC, hors les cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement, instruit soit par dénonciation, soit par plainte, soit par un rapport de police ou toute autre voie qu'il a été commis dans son ressort un crime ou un délit, ou d'une personne qui en est prévenue, se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le juge d'instruction, vous m'excusez, d'ordonner qu'il soit informé, même de se transporter s'il a besoin, sur les lieux, afin de dresser, vous m'excusez, tous les procès-verbaux nécessaires. Donc, lui, il ne peut pas poser les mêmes actes dont je viens de parler, parce qu'il ne s'agit pas là de flagrant délit. L'article 37 défend au commissaire du gouvernement de poser des actes en dehors de la flagrance, des actes comme ceux, par exemple, de perquisitionner et d'interroger, de décerner des mandats de dépôt, etc. Non, l'article 37 est clair là-dessus. Alors, cela veut dire que le commissaire du gouvernement a des compétences,
Mais même s'il a des compétences, il a aussi hein, des, 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 des restrictions. Hein. Il ne peut pas tout faire. C'est vrai que le commissaire du gouvernement, c'est le symbole de l'arbitraire. Dès que quelqu'un voit un commissaire du gouvernement, hein, il en a peur. Et il sait qu'il peut tout faire. Mais attention, le commissaire du gouvernement a des limites. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas se permettre de tout faire. Il ne peut pas utiliser l'arbitraire comme son arme de prédilection, même s'il doit poursuivre avec rigueur, avec fermeté. Le commissaire Mou. Le commissaire Mou n'est pas commissaire. Pas monseigneur, le commissaire. Commissaire son autorité. Depuis au roi même, c'est plus au père. Oui, c'est une blague là, non? Là, qui est mon ban nous menti. Depuis au roi, c'est caractère même. Mon soutien de un commissaire gouvernement, tout le monde bat bravo pour vous. Mon cher connaît et combat qui va marcher parce que faut qu'on gagne des adversaires. Faut qu'il y ait des gens qui remontent, faut qu'il y ait des gens qui parlent même. Donc, il y a des compétences territoriales parce que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Saint-Marc hein, ne peut pas carrément émettre un mandat hein, en dehors de sa juridiction. Hein. Donc, il ne peut pas dire, ah bon, en raison de la proximité et du tribunal de première instance des Gonaïves, et d'ailleurs, c'est le même département, bon, je vais émettre un mandat, ou bien je vais exercer mes pouvoirs. Ouais. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il doit respecter les limites de sa juridiction. Donc, il y a un commissaire du gouvernement pour chaque juridiction. Il y a 18 juridictions, il y a un commissaire du gouvernement pour chacune de ces juridictions. Il y a un commissaire du gouvernement pour chacune des cours d'appel et il y a un commissaire du gouvernement pour la cour de cassation. Et parlons maintenant des attributions du commissaire du gouvernement pendant la période de l'instruction d'une affaire. Ne l'oubliez pas, nous l'avons déjà dit, en matière de délit, l'instruction est facultative, mais en matière de crime, l'instruction est obligatoire. Alors, quelles sont les limites, quelles sont les prérogatives, mais aussi quelles sont les limites du commissaire du gouvernement et quand il y a un dossier au cabinet d'instruction. Donc, l'article 51 du Code d'instruction criminelle dit que les plaintes formées devant le commissaire du gouvernement seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire d'informer. Donc, le commissaire du gouvernement saisit le cabinet d'instruction à partir de quoi? À partir de son réquisitoire d'informer. Donc, le commissaire du gouvernement est investi du pouvoir de requérir le juge d'instruction s'il y a de nouvelles informations. Ce réquisitoire s'appelle réquisitoire supplétif. Nous l'avons déjà expliqué la dernière fois. Ça, c'est l'article 114 du CIC. À la clôture de l'instruction, il doit lui aussi rédiger son réquisitoire définitif. Mais n'oubliez pas, le juge d'instruction n'est pas lié au réquisitoire définitif, au contenu du réquisitoire définitif et du commissaire du gouvernement. Nous allons le voir plus loin dans le chapitre toujours dans la poursuite, mais surtout dans le chapitre des juges d'instruction. Donc, le commissaire du gouvernement a le droit d'interjeter appel contre une ordonnance du juge d'instruction et il le fera. Ah oui, il le fera dès la communication du dossier. Il n'a pas besoin d'attendre la signification de l'ordonnance. OK? Et il le fera également
et en vertu de l'article 26, pardon, de la loi du 26 juillet 1979, et plus particulièrement son article 9, et qui accorde au commissaire du gouvernement un délai pour pouvoir prendre fait et cause au nom de la société contre une décision, contre une ordonnance rendue, une ordonnance de renvoi, surtout une ordonnance de non-lieu. Ça peut arriver, hein, ça, on peut discuter de ça après, mais contre une ordonnance tout court et du juge d'instruction. Ok, et lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, s'il s'agit d'une ordonnance de renvoi, ou quand la condamnation est devenue irrévocable, quand il s'agit d'un jugement, l'exécution incombe au commissaire du gouvernement de faire ce que il doit. Donc, s'il s'agit d'une ordonnance de renvoi, il va préparer son acte d'accusation, hein, pour pouvoir mettre l'affaire en état, hein, car on ne peut saisir le tribunal criminel sans l'ordonnance de renvoi dûment signifiée, sans l'acte d'accusation notifié à l'accusé. S'il s'agit d'une décision rendue et que toutes les voies ont été épuisées, eh bien, il doit, et tous les délais plutôt ont été respectés, il doit exécuter la décision qui a été rendue. Le commissaire du gouvernement est, par conséquent, est libre d'opter entre la voie de l'information et la citation. Donc, il s'agit de délit, il peut dire, bon, je vais citer. Mais s'il le juge également nécessaire, il dira, ah non, je ne veux pas citer, je vais plutôt saisir le cabinet d'instruction, puisque nous venons de dire qu'en matière de délit, l'instruction est facultative. C'est le commissaire du gouvernement qui cite également les témoins. Il fait citer les témoins. Même si ce ne sont pas ses témoins. Mais ce sont les témoins proposés par la défense. Mais ce sont les témoins proposés par les autres parties. Il doit les citer. Il doit les citer. Hein? Il doit les citer. Donc, vous voyez que le rôle du commissaire du gouvernement est important dans les actes de poursuite. Mais qu'en est-il du juge d'instruction? Le juge d'instruction, comme nous l'avons déjà défini, c'est le magistrat le plus puissant du système.